Hey, salut camarades, bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Puisqu'après 13 ans d'absence, Full Metal Panic revient avec un nouvel anime, je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de cette licence qui ne parle plus forcément grand monde. La licence étant extrêmement prolifique, à savoir 4 séries de light novel pour un total de 35 tomes publiés entre 1998 et 2016, 7 séries de manga pour un total actuel de 47 tomes publiés depuis 2003, 3 séries d'animation diffusées entre 2002 et 2005, 3 films d'animation sortis entre novembre 2017 et janvier 2018, et une nouvelle série prévue pour le printemps 2018. Il est très difficile de parler de tout dans une seule vidéo. Je vais donc présenter la licence dans son ensemble avant de parler plus précisément des deux premiers animes, à savoir Full Metal Panic et Full Metal Panic Fumofu. TSR et Invisible Victory seront traités dans une autre vidéo. A la base, Full Metal Panic est un light novel de 12 tomes écrit par Shoji Gatu et illustré par Shikitoji, publié entre 1998 et 2011. De style science-fiction, action militaire, avec comme héros Sosuke Sagara, un jeune soldat de 17 ans qui vit sur le champ de bataille depuis l'enfance. C'est l'histoire principale qui commence avec Sosuke qui intègre un tranquille lycée japonais pour protéger secrètement Kaname Chidori du KGB. Il devra faire face à divers ennemis ainsi qu'à des démons de son passé. Mais s'il y a bien une tâche pour laquelle il n'était pas préparé, c'est bien d'essayer de vivre comme un lycéen normal. C'est cette version qui a inspiré les animes The Second Raid et Invisible Victory. Parallèlement aux 12 volumes principaux, 9 autres ont été publiés de décembre 1998 à août 2011. Contrairement à l'histoire principale, cette version se concentre exclusivement sur la comédie. En décrivant les catastrophes causées par Sosuke dans la pacifique société japonaise et a servi de base pour l'anime Fumofu. Il s'agit d'une compilation d'histoires courtes qui complète l'histoire principale, en se concentrant sur le passé de certains personnages et la naissance de Mithril Amalgam. Spin-off se déroulant 12 ans après la fin de Full Metal Panic, avec un lycéen qui vient en aide à une étrangère possédant un arme slave militaire. Ici, les auteurs d'origine ont surtout un rôle de supervision, puisque l'histoire est écrite par Naoto Chiro. Il fut pensé comme une œuvre fanservice, et malgré le titre de Full Metal Panic, il n'a pas vraiment lien avec l'histoire principale. Sans même compter Hanover, c'est au total plus de 11 millions de light novels qui ont été imprimés. Avec son succès, Full Metal Panic a évidemment été adapté en manga de nombreuses reprises. Cette première adaptation reprend les 3 premiers tomes du light novel, mais avec une histoire raccourcie et un style plus proche de la romance comédie que l'original. Il y a beaucoup de différences avec l'original, avec en plus des passages de Full Metal Tenpenchu. Il serait donc plus proche du premier anime Full Metal. Cette fois, Sosuke a finalement perdu la tête et la mémoire, son esprit de soldat est de retour et il se comporte comme avant son arrivée au lycée. Il s'agit d'une reprise de certains chapitres de Full Metal Panic, mais en se concentrant sur les éléments comiques, il n'y a pas de mecha et uniquement des histoires courtes. Ici, un arme slave inconnu émerge dans le détroit de Taïwan et Mithril ordonne à Mao et à son équipe de se rendre à Hong Kong pour enquêter. Il se présente comme une suite directe du manga Full Metal. Il raconte l'histoire de Sosuke et Mithril alors qu'ils combattent Amalgam. Cette version est notablement plus violente que le manga Full Metal. Il raconte la même histoire que l'anime The Second Raid et il est donc basé sur les tomes 4 à 5 du light novel. Il adapte une partie de l'histoire du light novel du même nom. Une autre histoire dans l'univers de Full Metal. L'action du light novel principal se déroule entre 1998 et 2000 et décrit un monde proche du monde réel de la fin du XXe siècle, mais avec quelques différences notables. Au début des années 1980, des personnes avec des connaissances spéciales apparaissent. Grâce à leurs connaissances innées, ils sont capables de créer des appareils de haute technologie très largement en avance sur leur époque. Ces technologies prenant le nom de Black Technology. Suite à des troubles internes, la Chine se scinde en deux le long du fleuve Yangtze. Hong Kong est également divisé. Dans les années 1980, le président Ronald Reagan lance le programme SDI et le concept de troupes de robots. Des robots de combat commencent à être utilisés sur le terrain. Un réacteur de fusion froide est également mis en service. Durant la guerre du Golfe, Saddam Hussein est renversé, déclenchant une montée de tension dans la région qui amène finalement à une 5e guerre du Moyen-Orient. Durant cette guerre, une ogive nucléaire est utilisée dans le nord du Koweït. Après cela, le conflit s'embourbe.
6 mois après le début de la 5e guerre du Moyen-Orient, Mikhail Gorbatchev est assassiné, faisant échouer la perestroïka et relançant la guerre froide. À la même époque, l'Union soviétique lance une nouvelle invasion de l'Afghanistan. Les light de nouvelles ont également été adaptés en plusieurs animes, pour lesquels Gato Shoji faisait également partie des équipes. Parlons maintenant plus en détail du premier anime Full Metal. Le lycée Jindai était un endroit sûr, jusqu'à ce que Sosuke Sagara y soit transféré. Il fait des ravages dans le corps étudiant et a de nombreux problèmes avec les enseignants. Mais Sosuke n'est pas juste un étudiant infernal, il fait en réalité partie d'une unité militaire d'élite et a pour mission de protéger secrètement Kaname Chidori du KGB. Cette première version fut produite par le studio Gonzo et diffusée entre janvier et juin 2002, les 24 épisodes couvrant les 3 premiers tomes du light novel. Pour la petite histoire, l'anime devait initialement être diffusé en automne 2001, mais les attentats du 11 septembre obligèrent à repousser la diffusion. Il faut dire que c'était peut-être pas le bon moment pour montrer une scène de détournement d'avion. Il faut savoir que cette adaptation est très différente de l'œuvre de base, quasiment tous les indices liés à Amalgam ont été coupés, et le scénario ne révèle finalement pas grand chose. Cependant, des scènes de fanservice et des petites histoires ont été ajoutées. Le ton est également plus comique et très différent de l'atmosphère d'origine. Ce serait donc plus un mélange entre Full Metal Panic et Full Metal Panic Tenpenchu. De plus, les épisodes 14 et 17 sont des épisodes totalement originaux et visibles uniquement dans cette version. Autre petite modification, alors que le light novel commence en 1998, l'anime prend place en 2001. La première chose à savoir, c'est que l'anime est très ancré dans le début des années 2000. Que ce soit l'aspect visuel classique de l'époque ou de nombreux éléments devenus très clichés aujourd'hui, avec des scènes de bain inutiles et des épisodes qui n'apportent absolument rien à l'histoire. Mais il se distingue encore aujourd'hui par son mélange réussi entre passages comiques et actions sérieuses et violentes avec un léger fond de romance. L'anime alterne ainsi entre des combats intenses et sérieux, avec des combats de mecha et des technologies futuristes, dans un monde plongé dans une guerre froide qui ne se termine pas avec de nombreux conflits locaux et une menace terroriste très présente, et des passages de type comédie lycéenne où on suit un adolescent mercenaire ayant connu que la guerre tenter de se fondre dans la pacifique et tranquille société japonaise. Les deux genres s'alternent et se complètent pour nous montrer la différence de point de vue entre un Sagara qui n'a connu que la guerre et dont le comportement nous semble totalement ridicule au lycée, mais totalement logique de son point de vue, et une Kaname qui n'a connu que la paix. Mais les deux genres sont vraiment séparés, quand l'anime est sérieux, il l'est vraiment. Full Metal Panic repose surtout sur ses personnages qui sont d'ailleurs très nombreux et variés, ça va du méchant inébranlable à l'adolescent soldat, en passant par la fille totalement normale et la tsundere. Oui, les personnages peuvent sembler très peu originaux et stéréotypés, et on ressent le poids de l'époque, mais il reste plaisant à suivre, sauf peut-être le grand méchant un peu trop collant. Le plus important étant évidemment Sosuke Sagara. Ce garçon de 17 ans qui, depuis l'âge de 8 ans, ne connaît que le champ de bataille. C'est un personnage pragmatique, austère, au passé sombre, et pourtant c'est par lui que vient tout le côté humoristique. Ses réflexes de soldat prenant toujours le dessus et entraînant des situations insolites et absurdes au lycée. Au moindre cri de Kaname, il défonce les portes, passe à travers les fenêtres, dégaine à tout va, se méfie de tout et de tout le monde. Mais il sera fortement affecté par le retour d'un ennemi qui ravivera son côté sombre et le replongera dans son passé. Heureusement, Kaname sera là pour le soutenir. Chidori Kaname est l'autre personnage principal. À première vue, elle ressemble à la lycéenne parfaite, idole du lycée, belle et intelligente, admirée de tous, mais en réalité elle est caractérielle et terriblement têtue. Mais c'est aussi une fille sensible et courageuse, qui tente d'apprendre à Sosuke à vivre normalement. Elle est aussi la cible d'une sombre organisation terroriste. C'est la relation Chidori-Sosuke qui pousse vraiment l'intrigue. On trouve également le reste de l'équipe de Sosuke. Urs Weber, le dragueur blagueur de service, mais également tireur d'élite talentueux, et leur chef d'unité, Melissa Mao. Il y a également Teleta Testarossa, qui est la capitaine de l'unité de Mithril dont fait partie Sosuke, alors qu'elle n'a que 16 ans. Ensuite, il y a une grande quantité de personnages secondaires, que ce soit chez Mithril, au lycée ou chez les divers ennemis, mais globalement on peut remarquer un manque de développement des personnages. Et ce n'est pas le triangle Chidori, Sosuke, Tessa qui va vraiment améliorer les choses. Les
graphismes et le chara-design ne sont pas des plus originaux et restent dans la moyenne de l'époque. Il n'y a pas non plus de défauts gênants, malgré quelques petites chutes de qualité. Cependant, il y a tout de même quelques éléments intéressants. Premièrement, les armes slave et les autres véhicules sont réalisés de manière vraiment très minutieuse. Sachant que l'anime datant de début 2000, il y a très peu d'utilisation de la 3D. Les mechas bougent correctement, même si ce n'est pas non plus particulièrement exceptionnel. Les combats eux, sont bien réalisés et faciles à suivre, ce qui n'est pas forcément le cas dans les animes de mecha. Ils ont également un bon rythme et gardent en haleine, bien que certaines capacités sociales ne s'accordent pas forcément bien avec le cadre réaliste général. Outre les mechas, un point qui mérite également d'être souligné vient les couleurs. Les scènes de guerre sont sombres et avec peu de variété. Tandis que les scènes de vie scolaire sont très colorées et joyeuses. Les musiques ont été réalisées par Tashihiko Sahashi, à qui on doit également les musiques de la première saison de Gunslinger Girl, de la première version de Hunter x Hunter ou encore de Gundam Seed. Les génériques, eux, sont agréables et interprétés par Mikuni Shimokawa, qui est d'ailleurs surtout connu pour les génériques des Full Metal Panic et de Kino no Tabi. Malheureusement, les musiques ne se distinguent pas vraiment, ce n'est pas mauvais et ça fonctionne bien, mais tu n'écouteras probablement pas l'OST en boucle. Par contre, les doubleurs correspondent parfaitement à leurs personnages, c'est d'ailleurs amusant de remarquer qu'autant l'équipe d'animation est peu d'expérience et personne de vraiment connu, autant les doubleurs sont en très grande partie des voix très connues. Pour commencer, tout le monde ne supporte pas forcément le style années 2000, qui est, il faut bien dire, assez éloigné des standards actuels. Ensuite, on peut regretter un manque de développement des personnages, on ressent bien qu'il s'agit d'une adaptation et que ça ne couvre finalement pas une très grande partie de l'œuvre d'origine. Certains mechas ont des capacités quasi surnaturelles qui font fortement contraste avec le côté réaliste général. Tout comme le fait qu'un certain personnage a la fâcheuse manie de ne pas vouloir mourir, même quand son mecha est réduit en miettes. La première fois ça passe, mais nous faire le coup à chaque fois, forcément ça ne marche plus très bien. Le fait de choisir Sosuke pour une mission de protection discrète, parce que oui, c'est une opération secrète menée par une organisation tout aussi secrète, alors qu'il est probablement la personne la moins bien placée pour jouer le rôle du lycéen normal, peut également sembler totalement absurde, mais il y a une explication scénaristique cohérente révélée dans TSR. Les épisodes 14 et 17 sont uniques à cet anime et ne proviennent d'aucune autre œuvre et ça se ressent étrangement. Même la première fois que j'ai vu cette série, des années avant de savoir qu'il s'agissait d'une adaptation de light novel, je trouvais déjà que ces épisodes ne s'intégraient pas avec le reste. C'est un bon divertissement, avec bien sûr des hauts et des bas, et un style d'attaque qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais si ça ne te dérange pas, il se laissera facilement regarder, avec un mélange de comédie lycéenne et d'action sérieuse parfaitement efficace. Pour préparer la diffusion de la 4ème saison, 3 films d'animation furent produits pour remettre la série à jour. L'intégrale des 3 films prenant le nom de Full Metal Panic Director's Cut. Les nouveautés sont les suivantes. Remasterisation HD, changement du format d'écran du 4.3 d'origine au 16 neuvième, son 5.1, nouvelle scène, correction graphique, nouveau générique. Il ne s'agit pas d'une saison 2, bien que se déroule entre Full Metal Panic et TSR, mais adapte certains passages du light novel Full Metal Panic Danbenshu. Tous les éléments sérieux et graves, la situation mondiale et même les mechas ne sont pas présents. Cet anime se concentre sur le côté comédie de Full Metal et sur la relation entre Sosuke et Kaname, et pourrait être au regard de eux être parfaitement amusant, même sans avoir vu la première saison. Et il faut savoir que généralement les épisodes n'ont pas de continuité entre eux, ni d'histoire principale, et que certains épisodes sont divisés en 2 mini-épisodes de 10 minutes. Bien que ça n'aurait pas fonctionné avec Full Metal, ça s'accorde parfaitement avec des spectacles comiques comme Fumofu. Car il s'agit juste d'une suite d'histoires comiques avec un duo Sosuke Kaname plus en forme que jamais. On voit comment Sosuke réagit à des situations inhabituelles pour lui. La découverte d'une lettre d'amour dans son casier, un cours d'initiation à l'art moderne, un concours de flirt, ou encore comment il vient en aide à certaines personnes au club. L'anime parodie de nombreux clichés, avec également de nombreuses références au cinéma américain. D'ailleurs, il faut savoir que Shoji Gatu est un fan de films américains, ce qui a une forte influence sur son travail. Et oui, le titre est bien une référence au célèbre film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick.
Bien qu'il y ait de nombreuses références cinématographiques dans le light novel, ça n'a pas été gardé dans le premier anime, mais c'est présent dans Fumoffu. Ça va de Full Metal Jacket à Matrix, en passant par Intelligent. Il y a également des références à d'autres animes comme You Wonder Arrest et Gundam. Il s'agit de la toute première série de Kyoto Animation, un studio qui n'a aujourd'hui plus besoin de faire ses preuves en matière d'anime comique. On retrouve une grande partie des anciens personnages. Avec un Sagara toujours aussi paranoïaque et une Chidori toujours aussi violente, les deux formant le parfait duo comique. Avec en plus de nouveaux personnages secondaires tout aussi hauts en couleur que Sosuke. Je pense notamment à l'imperturbable président du conseil des élèves, l'énergique président du club de karaté, et bien sûr le surprenant homme poney. Il ne faut pas s'attendre à un développement des personnages puisqu'il s'agit ici d'une œuvre uniquement humoristique. Changement de studio implique forcément quelques modifications qui sont ici positives. L'aspect n'est pas vraiment différent du premier Full Metal, mais la qualité plus régulière et les lieux plus détaillés, avec toujours beaucoup de couleurs. La bande son n'est pas vraiment marquante et on n'y fait tout simplement pas attention. Il s'agit d'une comédie absurde, alors soit on accroche à l'humour, soit ça ne marche pas. Le fait qu'il soit très différent du premier peut également ne pas plaire, surtout si on n'est pas au courant. Certains sites le qualifiant de suite direct alors qu'il faudrait plus le prendre comme un spin-off. Ce n'est pas l'anime du siècle mais il fait parfaitement son travail de divertissement absurde, on passe un moment agréable et amusant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça, et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine camarades.